Cette semaine à l'émission, Judith Gaudreault et Sylvie Langlais du comité Femmes Vigilantes de Châteauguay. On va vous parler des 12 journées pour contrer la violence faite aux femmes et aussi le port du ruban blanc. Ensuite, Gaétan Fournier du Centre communautaire de Châteauguay, on va vous faire découvrir l'organisme. Ensuite, Annabelle Boyer, on vous parle de synergologie, l'étude du non-verbal. Et enfin, Pierre-Luc Pomerleau, gagnant du concours Stella Artois du Vieux-Sainte-Martine. Alors, on commence l'émission. On vous parle des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Et je reçois Judith Gaudreault à ma gauche et Sylvie Langlais du comité Femmes Vigilantes. Bonjour, vous deux. Bonjour. Alors, en quoi consistent ces 12 journées-là, en fait, pour contrer la violence faite aux femmes? Les 12 jours d'action. Ça a commencé? Oui, ça a commencé le 25 dimanche dernier, où il y a eu une grosse conférence de presse à Montréal, où on annonçait le début des 12 jours d'action. C'est partout au Québec, là? C'est partout au Québec. Et le thème, cette année, c'est « Les femmes sont encore victimes de violences parce qu'elles sont des femmes ». Alors, il y a 4 grands éléments à ça. On ne croit pas les femmes. Hein? Souvent, on va, suite à un viol, on va dire, ben regarde comment est-ce qu'elle est habillée, elle l'a mérité. Ça se dit encore, ça? Ça se dit encore. Oui, on entend encore ça beaucoup dans nos milieux. On excuse les hommes. Pauvre lui, c'est pas de sa faute, il y a eu une grosse journée au boulot, etc. L'autre, c'est on garde le silence. Hein? On voit peut-être qu'une collègue ou une amie, une cousine vit une situation de violence, mais on dénonce pas. Ben, on sait pas trop comment non plus. Okay. Hein? C'est comme si je me mêle, je le mets-tu en danger, lui va-tu m'en vouloir, etc. Donc, on bouge pas trop ça. Et aussi parce que on propage des stéréotypes sexistes et racistes. Hein? Ça, c'est clair. On a juste à regarder les publicités, les filles qui se pavanent à genoux devant les chanteurs dans les vidéoclips. Ou encore, ben, on va dire, exemple, les femmes arabes, ben, c'est pas notre sort, ça fait partie de leur culture, ils sont comme ça. Alors, c'est les 4 grands éléments qui ont été retenus pour ces 12 jours d'action-là. Dans la région plus spécifique de Châteauguay, il va y avoir la distribution des rubans blancs. Je vois que tu as milité. C'est génial. Mais les hommes peuvent le porter. Tout le monde. Oui. Et pour ce faire, dans la grande région de Châteauguay, il va y avoir une distribution main à main dans certains commerces, comme au Centre régional de Châteauguay, les rôtisseries Saint-Hubert. Ça se passe présentement? Ça va se dérouler le 6 décembre. Le 6. Voilà. En lien avec la tuerie de la Polytechnique. Oui, tout ça qui va nous amener à une grande manifestation au Palais de justice de Montréal pour dénoncer ces crimes-là qui sont encore faits aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Une mobilisation du Québec de plusieurs organismes. Oui, là, le 6 décembre, du mouvement des femmes, mais aussi des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui nous accompagnent là-dedans parce qu'ils trouvent ça injuste d'être identifié à cet homme-là qui a créé ce qu'on connaît là, le drame de la Polytechnique qui est survenu il y a 23 ans. Il y a aussi le Centre des femmes de la Margelle qui va distribuer des petites bougies afin d'inviter les gens à l'allumer le soir du 6 décembre pour justement souligner les événements de la Polytechnique. Et pour les commerçants, surtout les restaurateurs, il y aura distribution de 15 000 napperons. Donc, si vous allez prendre un repas au restaurant le 6 décembre, vous risquez de vous retrouver devant un napperon où vous allez voir le nom des femmes qui ont été tuées malheureusement cette année. Alors, c'est les grandes actions qui vont être faites dans la région de Châteauguay pour souligner ces 12 jours d'action-là. Et au niveau de votre comité, il y a d'autres activités qui vont se tenir? Absolument. Alors, bien, ces activités-là, ici, dans la région de Châteauguay, sont plus chapeautées par le comité Femmes Vigilantes de la région de Châteauguay, qui comprend 4 organismes, soit la Ressource, la Maison pour les femmes qui ont besoin d'hébergement, qui sont victimes de violences conjugales. Il y a aussi le CALAX Châteauguay, le Centre d'action et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Châteauguay. Il y a aussi le Service externe de main-d'œuvre Le Jalon. Et il y a aussi le service d'action communautaire du CLSC de Châteauguay.
Alors, c'est sûr que notre mission, c'est vraiment d'aider les femmes au niveau économique et au niveau des conditions de vie. Et on a d'autres activités qu'on fait dans l'année. On souligne le 8 mars. On travaille aussi à dénoncer les publicités sexistes, tout ce qui est hypersexualisation ici dans la région de Châteauguay. On en a dénoncé quelques-unes l'année dernière. Puis on a commencé à travailler aussi pour dénoncer des revues qui ont des images presque mur à mur, très, très sexualisées. Et on fait aussi... on dénonce les meurtres de femmes quand elles meurent parce qu'elles sont des femmes. On envoie des communiqués, des lettres au premier ministre, ministre des Conditions féminines, notre député local, le député de la circonscription où le meurtre a lieu. Et on fait aussi passer une chronique nécrologique dans le journal Le Soleil de Châteauguay. Avez-vous des réponses? Oui. Certains ministres nous répondent, surtout au niveau du premier ministre. On nous répond. Le ministre de la Santé qui est parti, là, nous répondait, nous remerciait les aider à travailler parce qu'ils ont une politique sur l'égalité pour que l'égalité de droit devienne une égalité de fait. Ça fait partie des orientations de la politique. Pas vraiment d'argent attaché avec. Alors, nous, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais ça fait partie de ce qu'on réalise ici, là, dans la région. Avec, il y a aussi le CALAC cette année dans les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes qui, demain, va lancer un guide d'accompagnement pour les familles ou les personnes dans l'entourage de celles qui sont victimes d'agressions sexuelles. Donc, c'est demain, je crois, au CALAX de Châteauguay. Mercredi. Oui, c'est ça. Ça fait partie là, des 12 jours d'action contre les violences. Vous allez aussi... La ressource, la maison d'aide et d'hébergement, comme le disait Judith, qui héberge les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, va tenter de publier un article qui aurait pour titre « La violence conjugale, c'est pas juste un fait divers ». Très souvent, on se retrouve à regarder les journaux et c'est un petit encart là au bas de la page gauche où on va parler d'une situation où une femme et même souvent les enfants ont été tués dans un contexte de violence conjugale. Alors, on veut un peu établir la situation. Donc, on va tenter de publier un article là, dans les journaux locaux de la région. Bien, parfait. Vos coordonnées, est-ce qu'on peut les donner? Oui, bien sûr. Nous, la Maison d'hébergement La Ressource, vous pouvez nous rejoindre au 450-699-0908. Et c'est pas juste pour les femmes victimes de violences conjugales, mais je le disais tantôt, si on a une collègue de travail, une conjointe, une parente, une tante ou même une mère qui, on pense, est victime de violences conjugales, n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour les proches. Et on a aussi un numéro 800 qui est le 1-877-699-1988 où il est possible de nous rejoindre sans frais et tout ça sous la confidentialité. Bien sûr, bien sûr. Vous nommer. Bien, merci bien à vous deux. Merci de votre passage. Merci à vous. Bonne on se retrouve après la pause. De retour à l'émission, on vous fait découvrir cette semaine le centre communautaire de Châteauguay avec le directeur général Gaétan Fournier. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est sûrement un organisme que plusieurs personnes ignorent, ça se peut. Peut-être, mais j'espère que non. Ben c'est ça, on espère que non. Ben donc, un peu, c'est quoi votre mission, le centre communautaire? Bien, notre mission, nous, c'est on est là pour aider les gens. Ça, c'est notre première mission. Et aussi, on est là pour faire de la réinsertion au travail. Les gens qui se font longtemps que ça passe sur le marché du travail, fait qu'on va les engager avec des programmes du gouvernement ou des gens qui ont, ça peut être des gens qui ont un petit handicap physique ou intellectuel, qu'on les insère tranquillement à notre centre. Pour travailler chez vous? Pour travailler chez nous. Ouais, on a 14 employés à temps plein. Et puis, notre mission première, c'est tout le temps d'aider les gens. Et on se finance aussi avec des vêtements et des choses que les gens apportent, que nous, dans notre magasin, on fait un triage. Et puis, suite au triage, c'est exposé dans notre magasin. On vend ça à prix moindre, que les gens peuvent se procurer, genre une paire de jeans à 2-3 $ ou plein de choses à bon marché qui ont été triées, qu'on pense qu'ils peuvent servir à quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, les gens qui sont dans une misère et qui n'ont pas de sous pour se procurer des vêtements ou quelque chose comme ça, accompagnés d'une intervenante, on lui procure des vêtements gratuits, accompagnés d'une intervenante du CLSC ou une intervenante d'une association quelconque.
Donc, c'est que des vêtements qu'on trouve sur ton hôtel? Non, ça peut être des meubles, ça peut être des accessoires comme un grille-pain, tout ce que les gens peuvent avoir besoin dans une maison, un soulier, un blender, n'importe quoi, même des bijoux, tout ce que les gens nous apportent, nous, on fait un triage. Quand on pense que ça peut servir à quelqu'un d'autre, ben, c'est vendu à prix moindre, puis tous les sous qu'on ramasse avec des petites paires de jeans, des petits articles, là, mais c'est avec ça qu'on paye nos employés, qu'on réinsère les gens au travail, puis on réussit à faire vivre présentement jusqu'à 14 personnes en temps plein. Est-ce que les gens donnent beaucoup? Est-ce que les conteneurs, les bins, comme vous appelez, sont remplis? C'est régulièrement. On va les vider au moins 2 fois par semaine. Puis, bon, un exemple, on ramasse peut-être comme 100 sacs de vêtements à tous les jours, peut-être. Là, de ça, oui. Quand même, hein? C'est quand même intéressant. On a des gens qui trient régulièrement tous les jours sur une ligne de triage pour trier ces vêtements-là. Et ce qui s'en vient, 3-4 décembre, la vente à 3 $. C'est quoi ça? La vente à 3 $, c'est qu'une fois par mois, c'est une vente qu'on offre pour les gens qui veulent avoir, qui n'ont pas beaucoup de sous et qui veulent se procurer des vêtements à pas cher. C'est que c'est un sac d'épicerie qui peuvent remplir de vêtements, excepté pas le vêtement qu'il y a dans la boutique, parce que la boutique, c'est des vêtements qui sont un petit peu plus luxueux. Mais ils peuvent se procurer des vêtements à 3 $, remplir le sac d'épicerie pour 3 $. Là. Fait que c'est des journées très occupées, ça marche beaucoup. On le tasse bien comme il faut, le sac. Il y en a qui ont tendance à tasser. Pour en avoir pour son argent. Exactement. Et ça revient également, donc, une fois par mois? C'est tous les mois. Donc en janvier? En janvier, là, par contre, le 3 et le 4, là, on fait ça différemment. Le 3 et le 4 janvier, cette année, on fait une vente demi-prix. Fait que là, c'est tout demi-prix dans le magasin. Toujours, oui, surtout, excepté la boutique. OK. Fait que, puis là, pendant les fêtes, on est fermé seulement entre Noël et Jour de l'An. On ferme le 22, le samedi le 22, puis on rouvre le 3 janvier à 9h. OK. Sinon, c'est à l'année longue? C'est à l'année longue. On est ouvert du lundi au vendredi, comme les horaires de magasin un peu. Fait que de 9h à 5h, à 4h30. Nous, on ferme un petit peu plus de bonne heure. Puis le jeudi, vendredi, c'est de 9h à 8h le soir. Et c'est-tu à quel endroit? C'est situé au 3 principal, à Châteauguay, à côté du pont de la Berge. Tout le monde sont les bienvenus. Puis quand vous venez chez nous, vous faites toujours un don direct ou indirect. Et allez porter vos vieux vêtements, là, vieux vêtements. Non, c'est en bon état. C'est ça. Mais de toute façon, les vêtements que vous voulez plus mettre. C'est ça. Mais de toute façon, les vêtements, ça se recycle. Fait que s'ils sont pas souillés ou pleins d'huile ou quelque chose comme ça, ou une odeur, si nous, tout ce qu'on ramasse pas, on l'envoie au recyclage et puis on a quand même un peu de sous pour le recyclage. Parfait. Gazin Fournier, directeur général du Centre communautaire de Châteauguay, merci bien. Bienvenue. De retour après la pause avec Annabelle Brouillon, on parle de synergologie, l'étude du non-verbal. De retour à Mag-Hebdo, on parle maintenant de la synergologie. C'est quoi ça? C'est que notre corps parle sans parler. Notre visage, nos gestes, nos mouvements, c'est bien ça. Annabelle Boyer, synergologue, bonjour. Bonjour. Alors, en fin de compte, on va définir c'est quoi brièvement, là. C'est bien ça, c'est le non-verbal, c'est l'étude du non-verbal, tout à fait. Exactement. Donc, c'est l'analyse non seulement des gestes, mais aussi, par exemple, de la posture, le croisement des jambes, le croisement des bras, la dilatation des pupilles, la façon de faire un sourire, la façon d'essuyer une larme, la dilatation des pupilles, les petites contractions qu'on va avoir dans le visage, les axes de tête, la façon de bouger les yeux. Je suis en train de... Là, je me sens analysé, là. J'aime pas ça. C'est un ensemble d'éléments. OK. C'est complexe, là. C'est très complexe. Plusieurs points d'analyse, là. Juste dans le visage, on a à peu près une 60aine de points de démangeaison. De démangeaison. Et ça a toute une signification très, très, très différente. Fait que oui, c'est assez complexe. C'est pour ça que la synergologie, c'est 3 ans de formation. Puis même après les 3 ans, c'est ce que j'ai fait, mais même après les 3 ans, on a des cours de perfectionnement parce qu'évidemment, ça continue de se développer. Un synergologue qui termine doit remettre, par exemple, un rapport d'observation sur un sujet que lui va avoir analysé. Moi, le mien, il m'a demandé 340 heures de travail. Puis chacun va venir comme ça peaufiner. Évidemment, il y a plein de recherches universitaires qui viennent, encore une fois, alimenter beaucoup de notions ou venir travailler, préciser, peaufiner certains items. Fait qu'évidemment, c'est toujours en développement. Est-ce que ça prend
Qu'est-ce que ça prend pour être un bon synergologue? Je veux dire, Bien, je dirais qu'à la base, évidemment, c'est de l'observation. Ouais. Donc, c'est sûr que avoir un bon sens d'observation, ça aide énormément. Une certaine capacité d'analyse et une bonne gestion émotive. Parce que quand on est émotif, on va chercher chez l'autre des items qui viennent corroborer ce qu'on a comme pensée. Alors que quand on se dit « mes émotions m'appartiennent, ces émotions lui appartiennent », puis on essaie juste d'observer sans se laisser envahir par la colère, sans se laisser envahir par la peine. On va juste observer les items, on va en faire une liste, on va les analyser dans notre tête et à partir de là, on va émettre une hypothèse. Fait que la gestion émotive est très utile. bon. Et comment ça s'applique, là, dans la vie de tous les jours? Bien, en fait, ça s'applique dans plusieurs choses. Par exemple, durant une entrevue d'embauche, quand on va rencontrer un candidat, évidemment, les candidats, ils veulent essayer de vendre leur salade. Ça c'est normal. Et des fois, pour en avoir fait plusieurs, il y a des fois où il y a des candidats qui arrivent puis on va leur demander c'est quoi les réalisations dont ils sont le plus fiers. Oui. C'est drôle, il y a des fois où il y a des items synergologiques qui me disaient « Wow, il y a quelque chose de bizarre qui vient de se passer. » Puis là, je me mettais à poser plus de questions pour finalement faire admettre que c'était pas ses réalisations, c'était les réalisations d'un collègue. Oh! Fait qu'on venait de dévier beaucoup. Fait qu'en entrevue d'embauche, ça peut être très utile. Inversement, pour les interrogatoires de police, évidemment, c'est excessivement utile. Un avocat qui rencontre un client, ça va être très utile aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a Christine Gagnon qui forme beaucoup de gens au barreau en ce moment, tant des juges que des avocats, pour qu'ils puissent mieux saisir ce qui se passe et avec leurs clients et à la cour quand ils font un contre-interrogatoire pour voir, mais c'est quoi les éléments sur lesquels il faudrait creuser davantage. Mais ça peut être très utile. Moi, je fais beaucoup de coaching. C'est sûr qu'en coaching, je vais vérifier, je vais poser un certain nombre de questions, puis je vais le voir assez rapidement si la personne est à l'aise avec un sujet ou elle ne l'est pas. Si c'est quelque chose qui la met sur la défensive puis qui vient enclencher un mécanisme de défense, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dont elle essaye d'enrober un peu la situation parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fait une gaffe puis elle veut surtout pas en parler? Mais en coaching, c'est justement des gaffes qu'il faut parler pour pas les reproduire. On peut découvrir qui ment ou pas, là. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Je dirais que le mensonge, c'est une des choses les plus difficiles en synergologie. C'est d'ailleurs pour ça qu'en synergo, on a 3 années de formation. Puis la 3e année, c'est beaucoup sur le mensonge, le non-dit, l'authenticité, les malaises. Parce que c'est difficile de faire la distinction entre un malaise puis un mensonge. Les items se ressemblent beaucoup. On nous a questionné beaucoup, Philippe Turchet, Christine Gagnon et moi, entre autres, sur la commission Charbonneau. Puis il y a des fois où la personne, elle sort une réponse, puis tu dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, c'est mal à l'aise, c'est tout proche. Charbonneau, c'est une mine d'or pour vous autres. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il y a plein d'éléments à observer, c'est vraiment merveilleux. OK, là, ce qui s'en vient pour toi, un livre que tu écris présentement. Oui. C'est sur quoi? Bien, comme je t'expliquais, il y a un livre qui sort en février, qui est L'Ange gardien du samouraï, qui est un livre de développement personnel. Et évidemment, un des personnages est synergologue. Fait que déjà, le fait de vouloir commencer à transmettre certaines notions, mais par un livre, par un roman, déjà, ça avait commencé. Mais j'ai plusieurs maisons d'édition qui m'ont abordé en disant, un livre sur la synergologie, ça te tenterait pas? Parce que on a des livres de Philippe Turchet qui donnent énormément d'informations. Il y a un livre de Christine Gagnon et Christian Martineau qui s'intitule « Voir mentir » qui est très intéressant. Mais moi, j'avais envie de prendre l'angle vraiment professionnel. Donc, en entrevue d'embauche, là, quand on n'est pas synergologue, là, qu'est-ce qu'on peut regarder? Parce que des items, là, il y en a des centaines. Et évidemment, comme je dis, ça prend 3 ans pour être synergologue. C'est pas tout le monde qui veut investir 3 ans. C'est sûr. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une entrevue d'embauche. Quand on est l'employeur, 3-4 éléments qu'on pourrait analyser. Quand on est le candidat et qu'on veut savoir, est-ce que la personne en avant de moi croit ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis convaincant? Est-ce que ce que je dis, ça rejoint l'employeur? Est-ce que ça passe bien? Là aussi, j'ai mis 3-4 éléments. Que ce soit, est-ce que c'est un vrai sourire? Est-ce que c'est une vraie poignée de main? Est-ce que c'est un vrai oui, un vrai non? Et inversement, quand on est, par exemple, avec un client et qu'on est un fournisseur, qu'est-ce qu'on peut voir chez le client pour voir si c'est un client qui est vraiment intéressé ou si c'est un client qui dit oui, mais que dans le fond, il n'en pense pas un mot, mais il sait juste pas comment se débarrasser de vous? Puis inversement, quand on est un client puis qu'on rencontre un fournisseur, est-ce que le fournisseur il est en train d'en mettre pas mal plus que le client en demande?
Est-ce qu'il est en train d'enrober un peu trop? Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Donc, j'ai toujours ces deux angles-là, en coaching, quand on est le coach, quand on est le coaché, en formation, le formateur, les participants. Donc, j'ai toujours deux angles, puis à chaque fois, je donne 3-4 éléments à observer parce que comme ça, si la personne a une entrevue d'embauche à faire le matin, mais elle ressort le livre, OK, c'est 3-4 choses-là. C'est sûr que toutes les autres seraient très intéressants, mais on s'entend qu'il y a beaucoup d'éléments, puis un matin, on ne deviendra pas synergologue. Donc, on va prendre juste 3-4 éléments. Un petit guide de référence. Bon, parfait. Donc, c'est l'écriture présentement? C'est l'écriture présentement. J'ai 150 pages d'écrit. Je vais finir avant les fêtes. Je vais l'envoyer à mon éditeur, qui est Béliveau Éditeur. Puis à partir de là, on va enclencher. Excellent. Et février, donc, ça va être... Février, c'est mon roman de développement personnel. Et en 10 secondes, pour les intéressés, un petit tour rapide, là. Oui, mais j'en ai apporté seulement quelques-uns ce matin. Évidemment, il y a les livres de Philippe Turchet. C'est toujours une Bible. Celui-là, c'est Le langage universel du corps. Il y a Les codes inconscients de la séduction. Il y en a un qui s'intitule simplement La synergologie. Il y en a plusieurs, excuse-moi, avec les... Il y en a plusieurs qui sont très intéressants. Philippe, c'est définitivement la Bible pour tout synergologue. Les gens qui veulent vraiment aller à fond, les livres de Philippe, c'est vraiment génial. Fascinant. Fascinant. Merci bien de ton passage. Merci bien. Après la pause, on parle d'humour avec Pierre-Luc Pomerleau. De retour à Mag-Hebdo, je reçois Pierre-Luc Pomerleau, gagnant du concours Stella Artois. Oui. Du Vieux-Sainte-Martine. Ça avait lieu vendredi la semaine passée. Bonjour, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Alors, félicitations. Hein? Oui, très content. Félicitations. Comment ça s'est passé? Ça a super bien été. Oui. La première, si on veut, les qualifications ont très bien été. J'ai eu beaucoup de plaisir avec le public de Sainte-Martine. Puis je pense qu'ils sont attachés rapidement à mon humour, mon style. Puis après ça, quand je suis retourné, j'ai été surpris de voir qu'il y a des gens qui étaient revenus. En fait, moi, j'étais le dernier soir de qualification. C'est que 2 semaines plus tard, je me trouvais à revenir tout de suite. C'est que les gens se sont déplacés 2 semaines plus tard pour venir me voir. Ils sont attachés à toi. Oui, je pense que oui, parce que je suis rentré sur scène puis je suis resté surpris. Il y a des gens, j'avais l'impression qu'ils me connaissaient déjà. Fait que c'était déjà, ça partait bien, en tout cas. Puis je pense qu'ils ont bien apprécié le numéro que j'ai présenté. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir. Et eux autres aussi. Ton humour, c'est quoi? Assez large public aussi. J'ai tendance à analyser soit des situations courantes où je vais faire de l'anecdote aussi. Je vais raconter des choses que j'ai vécues, puis je vais les analyser. Souvent, tu sais, comme un peu avec du recul, puis c'est là que je vais chercher les gags, dans le fond. Là. OK. Je vais chercher dans les choses que je vis. Quand on parle de ce qu'on vit, des fois, puis de ce qu'on est, des fois, c'est plus facile, d'après ça, d'aller chercher soit des travers que j'ai, que souvent les autres ont, puis là, c'est là que je vais chercher le rire. Tu analyses ta vie, et Annabelle analyse... la vie des autres. C'est ça, la vie des autres. Mais pas sous le signe de l'humour. Oh, ça dépend des fois, mais ce qu'il vient de dire, c'est très vrai. Hein. Quand on parle de soi, à ce moment-là, c'est plus facile d'aller chercher les autres. Puis le non-verbal est aussi plus cohérent. Oui, exact. Parce que justement, on sait de quoi on parle. On puise dans ce qu'on vit. Fait que c'est plus facile après ça de le transmettre sur scène. OK. J'écris des trucs aussi, là. C'est pas tout le temps sur moi, mais souvent les meilleurs numéros viennent de... Mais ta vie est assez intéressante pour que ça soit drôle. Tu peux s'en faire des numéros. Ouais, puis quand c'est trop plate, là, je fais des affaires pour créer des trucs. Je me mets dans des situations embarrassantes, puis là, après ça, j'en parle. Tu fais exprès pour te mettre dans des situations embarrassantes? J'ai fait toutes sortes d'affaires. Je me suis inscrit à Red Bull Crash Test, la course de patin. Ouais. C'est les qualifications. Puis tu sais, je sais même pas patiner de reculons, mais c'est pas grave. Je suis allé, puis... pas blessé, là? Je me suis pas blessé, mais on a eu beaucoup de plaisir, ma copine et moi, à essayer de filmer ça. J'ai eu l'air un peu ridicule. Mais après ça, c'est le fun d'en parler. Humoriste? Oui. À temps plein? À temps plein maintenant, oui. J'ai fait, moi, un bac en comptabilité avant de décider de faire l'humour. Pour des raisons autres. Là. En fait, mon père a une entreprise, puis je pensais reprendre l'entreprise. Puis finalement, j'ai dit, bon, mais regarde, il faut que j'essaye l'humour. Puis après, suite à mon bac, je suis comme Martin et Matt aussi. Oui, c'est Mon père a fait une entreprise de fenêtres et non, je lâche ça me tente pas. Exact, c'est un peu ça. Fait que je suis rentré à l'école de l'humour en 2008. Puis j'ai fini en 2010. Puis là, suite à ça, ça a un peu déboulé. Là, j'ai fait... Quand on sort de l'école, puis on n'a pas besoin de faire l'école non plus, quand on se met à faire l'humour, c'est souvent dans les bars, les concours comme celui-là, ou des spectacles corporatifs, quand on a la chance d'en faire. Là, comme là, c'est ça là, qu'on fait pas mal en ce moment là, pour les parties de bureau, etc.
Fait que c'est pas mal ça qui est sur mon horaire. Mais c'est de rouler le plus possible, puis d'essayer de travailler des petits numéros, des petits numéros d'à peu près 7-8 minutes. Puis après ça, on monte à 15, on monte à 20. Puis après ça, on colle les blocs, les numéros pour essayer d'avoir une demi-heure. Mais c'est toujours mieux de travailler sur un petit numéro puis le rendre de plus en plus drôle que d'essayer tout de suite de faire 1 heure de spectacle. Fait que... Là, t'es seul ou t'as une agence qui s'occupe de toi? Ou... Là, présentement, je suis seul. Okay. Non, je travaille avec moi-même. Tu t'auto-book? Je m'auto-book, je m'auto-gère et je m'auto-prends 25 %. Ah, ben c'est le comptable qui vient d'intervenir, là. C'est ça. Il y a mon comptable ici qui gère ma carrière d'humoriste de l'autre côté. Là, mais ma copine est comptable aussi, fait que c'est dans le fond, OK. Au niveau de la gestion, ça va bien. Et tes parents? Maman, papa, là, je lâche la comptabilité, je lâche le job sûr, stable. Ben moi, j'ai toujours eu cette passion-là depuis que j'ai peut-être 12 ans. Je faisais des spectacles, tu sais, quand les jeunes faisaient du lip-sync sur les Backstreet Boys, moi, j'allais faire un numéro d'humour à l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire. J'ai toujours fait ça. Ouais. Fait que mes parents m'ont toujours encouragé à faire ça. Bon, c'est mon côté insécure qui m'a fait peut-être faire un bac en comptabilité. Mais même là, après ça, j'ai travaillé un petit peu pour mon père, puis à un moment donné, il dit « Vas-y, va l'essayer parce que t'as pas l'air heureux. » C'est mon père qui m'a dit « Essaye-le, là, à la limite, tu reviendras, là, mais vas-y. » Fait que je suis chanceux. Je suis très chanceux parce qu'ils sont derrière moi tout le temps, puis ils m'appellent. Puis même que là, j'avais un petit job à temps partiel, puis là, c'est ma mère qui me disait « Lâche ça, vas-y à fond, essaye-le à fond. » Puis je suis chanceux parce que je suis très insécure dans la vie, fait que de savoir qu'il y a des gens qui me supportent comme ça te permet de foncer. Là, mais oui. Ouais. Tes rêves, objectifs en tant qu'humoriste? Objectif, le one-man show, c'est pas pour tout de suite. Moi, je veux jouer le plus possible. Je voudrais faire de la télévision, du web. Là, j'ai fait des séries web. Ça, j'ai vraiment aimé ça, écrire pour la télé, écrire pour le web aussi. C'est des choses que je veux faire avant d'avoir un one-man show. Puis c'est sûr qu'il faut que tu te fasses un peu plus connaître avant de décider de sortir. Je pourrais en écrire un one-man show, puis commencer, puis faire une tournée demain matin, mais ça n'aura pas l'impact que je voudrais que ça ait. Fait que dans le fond, c'est de se faire connaître le plus, faire de la radio. Ça, j'ai des opportunités qui s'en viennent de pouvoir faire un petit peu de radio. Ah ouais? Ça, je trouve ça bien intéressant. Là. J'ai hâte de vivre ça, voir comment je m'en sors. C'est bon. OK. C'est ça. Excellent. Ben écoute, bonne carrière. Ben merci. Bonne carrière. Écoute, et puis on peut-tu te joindre? T'as un site? Là, je pense que c'est Facebook la meilleure chose. Ouais, Pierre-Luc Pomerleau, humoriste. Puis là-dessus, je poste régulièrement soit mes pensées. Des petits gags, là, des choses qui arrivent souvent dans la journée que je vais partager avec les gens. Sinon, des liens sur des numéros que j'ai présentés qui ont été filmés ou des dates de spectacle. Comme là, cet après-midi, je monte à Gatineau. Je suis en choix à Gatineau, demain à Montréal, vendredi à Sherbrooke. Ça va bien, là? Samedi à Laval. Oui, ça va bien. Bon. Excellent. C'est super. Son nom verbal? Très cohérent, ça va bien, oui. Oui, c'est pas super. J'ai l'air honnête. Bon. J'ai l'air honnête, c'est bon. Il a passé le test. Il a passé le test, c'est bon. Excellent. Merci à vous deux et merci à tout le monde aussi. Gaëtan Fournier, centre communautaire de Châteauguay. Également Sylvie Langlais et Judith Gaudreau du comité Femmes Vigilantes. Ruban blanc, 6 décembre, c'est les 12 jours là, pour contrer la violence faite aux femmes et ça va se culminer par le 6 décembre. Malheureusement, on va commémorer la tuerie de la Polytechnique. Voilà, donc, petit ruban blanc, c'est pour ça. Merci bien vous deux. Merci. Et merci à vous autres. De retour la semaine prochaine, bien sûr.